Bien, ben écoutez, on va commencer. Merci beaucoup d'être venus malgré les transports. On voit qu'il y a la moitié de la séance, mais il y a les irréductibles, ceux qui sont très motivés. Donc merci beaucoup. Donc nous allons aborder cette deuxième séance sur la réionisation par l'observation du gaz atomique à 21 cm. Donc je vais déjà rappeler quels sont l'enjeu et les prédictions que l'on peut faire. Donc, dans ce diagramme dont on a discuté un petit peu les grandes lignes la semaine dernière, nous avons la période considérée. Donc, ici, nous avons le Big Bang, le début de l'univers, 10 millions d'années après, 100 millions, 200, 500 millions, et on s'arrête à 1 milliard d'années. Donc, c'est cette période-là qui nous intéresse, le premier milliard des 13,8 milliards d'années de l'univers, là où tout va se passer, et on connaît très mal cette période. Donc, on a la première période qui est appelée l'âge sombre, car il n'y a aucune étoile et aucune galaxie qui illumine l'univers. Et on prédit que l'hydrogène, comme on va le voir, est plus froid que le fond cosmologique. On avait vu que l'expansion de l'univers, dans l'expansion adiabatique, il se refroidissait plus vite. Et donc, il est possible qu'on voit, là c'est la température en fonction du temps. Alors c'est à la fois le temps et la fréquence, c'est ça l'avantage. Ici on a le temps, on a le redshift aussi, 160, le décalage vers le rouge, 160, jusqu'à 6, on voit 8, 7, 6. 6 c'est vraiment correspond à 1 milliard de l'âge de l'univers et c'est la fin de la réionisation. Et ici, comme vous le savez, les fréquences, le décalage vers le rouge c'est 1 plus z. Donc la fréquence que l'on regarde c'est la première fréquence de l'atome d'hydrogène, l'état fondamental, 21 cm. 21 cm de longueur d'onde, ça correspond à 1420 MHz. Si vous le divisez par 1 plus z, qui est z égale 6, ça fait 200 MHz. Donc à cette fréquence-là, on a 200 MHz, et puis ensuite, jusqu'à 20 MHz, on va pouvoir regarder. Donc si on regarde un spectre à toutes ces fréquences, chaque fréquence correspond à une période de l'univers. Vous voyez qu'on fait une tomographie de l'univers, et on voit à chaque instant une période. Donc à cette période-là, à 20 MHz, si on pouvait observer à ces fréquences-là, on va voir, il y a de gros problèmes ici à basse fréquence parce qu'il y a l'ionosphère qui nous empêche de voir, mais on devrait voir une absorption. Alors pourquoi? Parce que la température cinétique est très froide, mais aussi la température d'excitation de l'atome d'hydrogène va être thermalisée, égale à la température cinétique, parce qu'il y a beaucoup de collisions. L'univers est encore dense. L'expansion n'a pas encore complètement eu lieu. Donc, on a cette absorption. Ensuite, dans l'expansion, le milieu est de plus en plus diffus, donc les collisions sont beaucoup moins efficaces. Et normalement, une collision fait monter l'atome dans un niveau excité, et ce n'est plus le cas. Donc, la température d'excitation de l'atome est contrôlée par le fond cosmologique. Donc, finalement, la température va être égale à celle du fond, et on ne va rien voir du tout, donc la température va être nulle. La température qu'on va observer, c'est-à-dire le flux observé, va être nul. Et puis, on attend cette période-là où on appelle ça aube cosmique. Pourquoi? Parce que les premières étoiles vont rayonner, illuminer l'univers. Donc, c'est l'aube, la lumière arrive. Et cette lumière, on va voir, il y a des photons UV émis par les premières étoiles, donc les photons Lyman alpha, qui vont exciter un peu l'atome d'hydrogène bien plus haut dans l'état atomique, ça va retomber dans l'état fondamental et ça va thermaliser l'état fondamental. Donc à nouveau, on va voir la température froide qui est thermalisée par une absorption. Alors là, on voit que le principal signal, en fait, c'est celui-là. Et puis ensuite, lorsqu'il y a beaucoup d'étoiles qui vont se former, ici on voit une structure très grumeleuse parce que les galaxies, elles se forment au hasard, donc il y a des trous qui vont être ionisés. Et ça va chauffer l'univers, donc l'atome d'hydrogène va être chauffé, et donc on va la voir en émission. Cette fois-ci, il va être plus chaud que le fond cosmologique, et on prédit de l'émission jusque-là. Puis là, ensuite, tout est ionisé, et il n'y a plus d'atomes d'hydrogène entre les galaxies. Donc la température, je rappelle un peu ce qu'on avait dit relativement vite la semaine dernière, c'est qu'on a une température du fond cosmologique qui va en diminuant comme 1 plus z dans l'expansion de l'univers. On a la température cinétique d'un nuage d'hydrogène atomique qui est là. Température cinétique, ça correspond à l'agitation thermique des atomes, comme la température auquel on a l'habitude, température cinétique, qui n'est pas forcément égale à la température d'excitation des niveaux. Et puis, on observe ici, alors on l'appelle température de brillance de l'antenne.
Pourquoi? Parce qu'on remet tout en température pour simplifier les unités, mais en fait c'est un flux qu'on reçoit et qu'on remet en température. Donc ici est représenté justement comment, en fonction du temps ou de redshift, ici vous avez le temps, ici Z, la température du fond cosmologique décroît comme 1 plus Z, simplement la fréquence, l'expansion de l'univers, c'est en fait une dilatation de l'espace, et la longueur d'onde du photon se dilate comme l'espace. Donc le lambda va être exactement comme R de t, et donc la fréquence va diminuer comme la longueur d'onde augmente, tout décale vers le rouge, et on a donc quelque chose qui va comme 1 plus Z. Et puis la température de l'hydrogène, lui, il ne va pas à la vitesse de la lumière, donc ce n'est pas la même chose, et on fait l'approximation du gaz parfait, ce qui est tout à fait vérifié, puisqu'il est quand même très peu dense, et il va se refroidir beaucoup plus vite que le fond cosmologique, sauf lorsqu'il y aura l'aube cosmique, les étoiles, et il va être chauffé au-delà du fond cosmologique. Donc voici ces étapes qu'on va essayer d'observer pour tester un petit peu les théories que l'on fait. Alors ce niveau fondamental de l'atome d'hydrogène, c'est le niveau où l'on a, alors N0 c'est la population du niveau 0, la population du niveau 1, c'est une très très faible énergie, et ça correspond au couplage hyper fin entre le spin du proton et le spin de l'électron. Lorsqu'ils sont opposés, on est dans l'état fondamental, et lorsque une collision excite cet atome, il va se retrouver dans ce niveau-là, et puis il va re-rayonner en émettant ce photon à 21 cm. Le rapport des populations, N1 sur N0, c'est un facteur 3 qui est la dégénérescence du niveau, et puis exponentielle de h nu, 21 cm, sur kT, et ça c'est la définition de la température de spin ou la température d'excitation, c'est-à-dire plus la température d'excitation est élevée, plus il y a de population dans le niveau excité. D'où la collision est capable de le faire monter, mais aussi le rayonnement du fond cosmologique. Et puis il y a ce fameux effet découvert par Wouthuysen et Field à quelques années d'intervalle de physiciens qui ont montré que lorsqu'on est excité par un rayonnement UV, alors évidemment ce n'est pas à l'échelle, hein, ici c'est un rayonnement UV donc beaucoup plus énergique que ce rayonnement en radioastronomie à 21 cm, mais lorsque vous faites élever l'atome à des niveaux bien supérieurs, elle va retomber avec des règles de sélection telles que finalement on va brasser les niveaux, et lorsqu'il y a suffisamment de Lyman alpha, on va thermaliser ces niveaux, ils vont être assez excités, et c'est eux qui permettent de voir l'absorption à l'aube cosmique. D'où cette courbe donc, qui est bien expliquée, hein, H sombre, collision. Ici, le rayonnement Lyman alpha qui va exciter et donc thermaliser le gaz qui est encore plus froid que le fond, et puis ensuite le gaz va devenir plus chaud, et on va voir à des redshifts. Alors ici on voit les redshifts, hein, 6 à 30, ici c'est plutôt 20, 19, 20, et les fréquences correspondantes. La température qu'on va observer de l'antenne, ça va être la différence entre la température d'excitation et le fond cosmologique. Donc si le fond cosmologique domine, on ne va rien voir du tout, c'est dans ce cas-là. Et puis tau, c'est l'épaisseur optique, donc la colonne densité de l'hydrogène. Et cette température, elle est égale soit au CMB si on n'a pas les éléments de collision et de Lyman alpha, ou alors la température cinétique. Alors, on a dit chauffage, le rayonnement des étoiles va chauffer à la fois par le rayonnement UV, Lyman, mais surtout par le rayonnement X. Le X est quand même très dur, beaucoup plus dur que Lyman alpha. Il ne va pas être absorbé pour ioniser, mais surtout va chauffer. Alors, qu'est-ce qui va chauffer par les rayons X? C'est deux choses. Les trous noirs. Alors, il y a des trous noirs de masse supermassive, il y a des quasars qu'on a observés. On a observé des quasars jusqu'à Z égale 8, des galaxies jusqu'à Z égale 11, mais pour l'instant, nos limites sont là. Il y en a peut-être au-delà, mais pour l'instant, on en a observé jusque-là. Mais ils sont très rares, ils sont très efficaces, mais très rares. Ce que l'on pense, c'est qu'il y aura beaucoup de mini-quasars. Les mini-quasars, qu'est-ce que c'est? Ce sont des étoiles binaires. Voici un exemple, une vue d'artiste. Les étoiles, en général, sont la plupart du temps binaires. Lorsque une d'entre elles s'est effondrée parce qu'elle était très grosse et très massive, donc en 10 millions d'années, elle peut s'effondrer en supernovae, faire un trou noir. À ce moment-là, l'enveloppe de la compagne, l'étoile compagnon ici, peut être accrétée, avalée
par le trou noir avec un disque d'accrétion, parce qu'il y a un moment cinétique évacué, un disque d'accrétion. Et on a exactement le même phénomène que l'on a autour des trous noirs supermassifs, avec un disque d'accrétion, un G, pour évacuer aussi le moment angulaire. Et ceci est très très chaud et va émettre des rayons X. Donc c'est exactement un petit trou noir, enfin un quasar en miniature. On les appelle des mini-trous noirs. On en voit par exemple dans la Voie lactée. Celui-ci émet un G qui précède, c'est très bien connu. Donc ils sont beaucoup moins énergiques que les vrais quasars, mais ils sont des milliards en fait, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc c'est certainement ça qui va chauffer, dès qu'il y a une formation d'étoiles, on va être chauffé par les mini-quasars. Alors les simulations que l'on peut faire sont multiples. Pour l'instant, on n'a pas encore détecté, enfin on va le voir, le signal de 21 cm, mais on espère le faire bientôt. Et on fait pour l'instant des simulations. Alors ici, vous avez une simulation des sources, qui sont les étoiles, qui rayonnent avec la couleur verte ici. Le gaz d'hydrogène dont la densité est un petit peu proportionnelle, enfin corrélée avec les étoiles. Et puis le temps de réalisation, qui va être proportionnel au signal 21 cm qu'on va détecter. Donc tout ça, on sait le faire. Le tout, c'est que, comme on l'a vu la semaine dernière, Benoît Samelin nous a montré des simulations complètement réalistes avec le problème à N-core pour former les halos noirs, puis ensuite l'hydrodynamique du gaz qui tombe dans les halos, la formation d'étoiles et surtout le transfert de rayonnement. Donc il faut à chaque étoile savoir dans quelle direction elle va envoyer ses photons de continuum pour ioniser le gaz environnant, aussi en Lyman alpha pour savoir si le gaz va être excité, etc. C'est très 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 cher, vu que ça fera beaucoup plus de dimensions. À chaque fois qu'on a un transfert de rayonnement, on a 6 dimensions au lieu de 3. Donc tout ça, on ne peut faire que quelques simulations par an. Ce qu'on fait en général, c'est des simulations un peu plus moins chères, disons, en temps de calcul, c'est-à-dire semi-analytiques, où on prend seulement la simulation des halos noirs et on met dedans à la main les étoiles et on essaie de voir par des recettes quelles vont être l'ionisation avoisinante. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on utilise beaucoup l'ordinateur, évidemment, l'intelligence artificielle, pour pouvoir inverser. Admettons qu'on observe un signal à 21 cm, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la formation des étoiles, quand est-ce que c'est produit la réalisation. Et donc, pour inverser ça, il faut faire apprendre à la machine des situations réalistes avec un grand nombre de paramètres qui varient, des centaines et des centaines, et puis leur montrer les conséquences, et puis ensuite on pourra inverser. Et c'est exactement dans cette direction, par exemple Chardin et al., par exemple Semelin et al., comme on l'a vu la semaine dernière, qui utilisent ces programmes de déconvolution neuronale, convolution neuronale et déconvolution ici. Donc on divise les sources et le gaz en plusieurs résolutions, on les convolue à plusieurs résolutions, on les combine et on regarde un petit peu les conséquences. Et au fur et à mesure, l'ordinateur est capable de déduire, même avec des paramètres qu'on n'a pas simulés mais qui sont entre deux situations, capable de déduire la réalité en fait. Et ici, on voit lorsqu'on a fait un test, est-ce qu'on a prédit ceci et qu'on a simulé ceci. Vous voyez un peu les deux simulations se ressemblent beaucoup. Donc ça marche à peu près. Alors évidemment, ça marche à peu près dans les conditions très propres de la simulation. On va voir que dans la réalité, il y a beaucoup d'autres choses, hein, des avant-plans à traiter. Alors on peut se servir aussi d'autres indices pour essayer d'avancer, pas seulement le 21 cm. On sait qu'on a déjà au moins deux types d'indices dont on a parlé aussi la semaine dernière, c'est-à-dire l'émission Lyman alpha des étoiles qui se forment, donc des galaxies qui sont émetteurs de Lyman alpha. Alors là, on a le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité, c'est-à-dire une fonction de luminosité pour z égale 5, 6 et puis 7. Ça, ce sont des observations. On s'est aperçu qu'il y avait un redshift où ça tombait brutalement. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'entrer dans l'air où il y a de l'hydrogène atomique entre les galaxies qui va absorber le Lyman alpha et on ne verra plus les galaxies qui sont en train de se former. Donc cette chute nous dit que la réionisation n'est pas encore finie à z égale 7, c'est plutôt à z égale 6 qu'on aura ionisé tout l'univers. On l'a aussi avec l'observation du fond cosmologique de satellite Planck, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'au début, l'univers est complètement ionisé, un plasma.
les photons sont diffusés par les ions protons et électrons. Et puis, à 380 000 ans, il y a une recombinaison en atomes. Et puis, les photons sont libres de circuler en ligne droite. Mais lorsqu'il y a rayonisation, il y a encore diffusion. Et ça, on peut le voir. Quelle est la quantité, la probabilité de diffusion qu'il y a, diffusion tardive. Et à ce moment-là, on a cette épaisseur optique que l'on mesure. Ici, Planck a mesuré par ces diffusions tardives que la réionisation devrait avoir lieu en moyenne à z égale 8,5, ici. Et ça, c'est à peu près les observations que l'on a des galaxies et de l'effet Gunn-Peterson d'absorption dans les quasars Lyman alpha. Ici, c'est le même diagramme, mais la fraction d'hydrogène est linéaire. Donc, on voit qu'elle diminue très vite ici. Et par contre, ici, elle est en log. Vous voyez qu'en log, on voit nettement plus le saut brutal de la chute de la quantité d'hydrogène atomique qui devient complètement ionisée. Donc, on se sert de tout ça. Et donc, on prédit le signal 21 cm qui va être observé. Ici, vous l'avez en couleur. Donc, la température d'antenne qui va être mesurée par les télescopes. En bleu, négatif, une absorption. En rouge, positif. Et puis, en fonction du temps, donc ici, on a le redshift, 7, 9 et puis 6 au bout. Et puis, les fréquences qui correspondent exactement à ce redshift. On a vu 200 MHz jusqu'à 20 MHz. Et selon certains paramètres, est-ce que ce sont les quasars qui dominent la réionisation? À ce moment-là, on a plus d'absorption au début, c'est tout bleu ici. Si ce sont les étoiles, il n'y a pas tellement d'absorption, mais il y a beaucoup plus d'émissions en rouge au bord. Et puis, c'est quelque chose d'hybride avec des mini-quasars, des étoiles, et on a toutes les possibilités. Donc, une fois qu'on aura observé ce 21 cm, on pourra en déduire à quelle vitesse se sont formées les premières étoiles, et c'est ça, en fait, l'enjeu, connaître le destin de l'univers dans son premier milliard d'années d'existence. Alors, le gros problème, ça c'est très joli, mais pourquoi on ne l'a pas encore observé? Eh bien, c'est tout simplement parce que tout ça se passe dans le premier milliard d'années et que nous observons à 13,8 milliards d'années et qu'il y a énormément de contamination par ce qu'on appelle avant-plans. Alors, ces avant-plans sont par exemple extragalactiques. On a des quasars qui émettent en radio, donc des sources radio 3C très importantes, qui peuvent être ponctuelles, mais qui peuvent avoir aussi des jets, donc une certaine forme. Donc ça nous envoie des tas de photons radio qui sont exactement dans la même bande de fréquence. On a des amas de galaxies. On a vu que les amas de galaxies, lorsqu'ils rentrent en collision, il y a beaucoup de fusion de petits amas pour former des gros amas. À ce moment-là, les électrons relativistes qui venaient d'autrefois d'un jet radio et qui étaient un petit peu ralentis sont réaccélérés par les chocs qui se produisent dans les collisions d'amas. On a des chocs et puis du champ magnétique, évidemment, qui est compressé. Et à chaque fois que l'électron traverse le choc, il y a un processus de Fermi qui accélère et qui rend l'électron plus relativiste. Donc on a encore de l'émission synchrotrons dans les reliques et qui ont une forme assez particulière dans les amas de galaxies. Donc tout ça va nous donner des sources qui ne sont pas ponctuelles, là, mais qui sont plutôt diffuses dans chaque amas. Donc ça, c'est l'extragalactique. On a aussi des avant-plans de notre propre galaxie, la Voie lactée, qui sont dus à l'émission free-free, c'est-à-dire l'accélération d'un électron dans un champ de protons, sans que ce soit une raie. On a des raies aussi, on a l'émission synchrotron des supernovas, énormément de choses. En fait, ça c'est symbolisé ici. On a le Big Bang, la galaxie, les radiosources. Et ce qu'on a aussi, c'est l'ionosphère. C'est-à-dire qu'il faut aussi traverser l'atmosphère de la Terre. Et l'ionosphère va énormément perturber. On sait qu'à basse fréquence, l'ionosphère est même réfléchi. Il va perturber énormément le signal. Donc il va falloir prendre en compte tout ça. Et ce n'est pas simple. Alors, voici les avant-plans dans le système de coordonnées ascension droite et déclinaison. Ce n'est pas le système de coordonnées de la Voie lactée, donc c'est pour ça que la Voie lactée a cette forme curieuse. Ça, c'est le plan de la galaxie. Le centre de la galaxie est ici, donc on a quelque chose qui est assez fin, qui rayonne en synchrotron avec toutes les jeunes étoiles. On a aussi, vers le centre de la galaxie, des bulles, les bulles de Fermi, qui sont sans doute dues à l'activité de notre trou noir central autrefois. Donc aujourd'hui, il est très calme, mais on a quand même des bulles
qui restent de cette activité, ici quelques activités de supernovae peut-être, et on va choisir un endroit assez calme pour ne pas être contaminé trop, enfin tout de même, 90% de la contamination d'avant-plan est due à la Voie lactée, 10% aux radiosources, mais on va se situer par exemple ici, on a un trou là, on va essayer d'observer dans ces zones assez silencieuses. Mais l'ionosphère, là, elle est partout. Ça ressemble un petit peu à, en optique, on a l'atmosphère qui turbule aussi, elle est très turbulente. Elle nous fait voir les étoiles scintiller et parfois les étoiles bougent un tout petit peu dans l'espace d'une seconde d'arc. Au lieu d'être ponctuelles, elles ont une tache assez volumineuse. Et il faut appliquer de l'optique adaptative pour essayer de retrouver la résolution de l'étoile. Ici, c'est un peu pareil. On a une couche qui est à quelques kilomètres de hauteur et qui, en fonction, là par exemple à 74 MHz, donc à basse fréquence, on a 100 secondes d'arc ici, donc c'est 2 minutes d'arc de déviation des objets par l'ionosphère. Donc vous voyez un petit peu en fonction du temps. Ici, il y a des événements un petit peu catastrophiques qu'on appelle Traveling Ionosphere Disturbance. Alors il y a vraiment, ça c'est complètement à éviter parce qu'on n'en voit plus rien, mais vous voyez qu'une source n'est pas fixe dans le ciel à cause de cette turbulence ionosphère. Ça dépend de la fréquence. Ici, on a en fonction de la couleur toutes les fréquences, en fonction du temps, et la variation en fonction de la longueur d'onde, c'est lambda 2. Donc plus on est à basse fréquence, plus on va avoir ce problème de l'ionosphère. Ici, évidemment, l'ionosphère elle va être encore plus ionisée lorsqu'il y a le soleil, donc c'est le jour qu'on va avoir une absorption de l'ionosphère qui est très grande, une opacité. Et on va surtout observer la nuit, ce qui est déjà mieux, mais même la nuit, vous voyez qu'il y a un instrument qui s'appelle l'OFAR, qui est européen, surtout aux Pays-Bas, en France, en Angleterre, etc. Cet instrument observe un champ qui fait un certain nombre de minutes ou de degrés, et ça couvre un petit peu tous les kilomètres de variation de l'ionosphère. Donc ça va être un problème. Il va falloir enregistrer tous les signaux avec des fréquences très variables pour pouvoir corriger ensuite de cette atmosphère, de cette ionosphère. Et c'est un problème assez gros. Donc voici un peu à quoi on s'attend en fonction de la fréquence. Donc cette fréquence qui est très intéressante, la réalisation. On a une certaine flux, donc une température d'antenne qui va être assez élevée. Par exemple, avec l'OFAR, on va avoir quelques degrés. Et on pense que, en fonction de la fréquence, le comportement du signal va être assez lisse. Alors pourquoi lisse? Parce que c'est surtout les avant-plans, ce sont des sources qui sont au même redshift et dont le comportement en fréquence est dû à l'émission synchrotron, par exemple. Cette émission synchrotron, on sait que c'est une loi de puissance. En flux, c'est une loi de puissance en moins 0,6, par exemple. En température, ce sera moins 2,6. Il y a toujours un moins 2 pour la température. Et donc, on va pouvoir le corriger, alors que le signal, lui, la fréquence nous indique l'époque, donc les différentes 100 millions, 200 millions d'années après le Big Bang, et ça va être complètement au hasard. Donc, ça va être à très petite échelle, on aura beaucoup de bruit. Ce sera beaucoup moins lisse. Donc, on va essayer de filtrer en fonction de la fréquence spatiale du signal, la fréquence spectrale. Et une fois qu'on aura enlevé, si on y arrive, cette composante d'avant-plan, on peut avoir un signal qui va être beaucoup plus petit, parfois 1000 fois ou même 10 000 fois plus petit, et peut-être retrouver le signal de la réalisation. Alors voici un petit peu comment on va se... Alors évidemment, là on a dessiné un petit cube d'espace. On va supposer que le ciel n'est pas courbe mais plan, ça c'est une première hypothèse, mais ça est toujours variable. Et on a deux dimensions d'espace, si l'observateur est ici, deux dimensions d'espace x, y qui sont vraiment de l'espace, et la direction en z, c'est la profondeur, c'est la fréquence, et on l'interprète comme de l'espace, mais c'est aussi du temps, et c'est aussi de la fréquence. Donc ces deux directions sont tout à fait différentes, et on distingue. Alors on va se placer on va prendre le signal en faisant la corrélation à deux points, c'est-à-dire le produit XI, XJ, des signaux en deux points I et J. Et on sait que le spectre de puissance, c'est la transformée de Fourier de cette fonction de corrélation à deux points qui
s'exprime en fonction de K, qui est la fréquence spatiale. K, c'est 2 pi sur lambda. Si lambda, ce sont les échelles. À petite échelle, on a beaucoup de fréquences, hautes fréquences spatiales, et à grande échelle, les basses fréquences. Donc, dans la direction perpendiculaire à la ligne de visée, perpendiculaire, c'est ce petit indice, x2, y2, là, c'est vraiment l'espace. Et l'autre, ça va être le K parallèle, selon la ligne de visée, qui est la fréquence, et qui normalement devrait être lisse, puisque c'est l'émission synchrotron essentiellement. Alors, c'était ça l'espoir, c'est qu'on puisse exprimer tout ce signal, cette spectre de puissance, en fonction, non pas de x, y et z, mais de kx, ky et kz ou k parallèle. Et on pensait, du moins, quand on a commencé ce travail, c'est-à-dire en 2010, 2011, presque une dizaine d'années, que le signal d'avant-plan était très lisse, donc c'était les basses fréquences spatiales, donc se retrouvaient à des cas parallèles très très petits. Donc on pensait qu'on allait filtrer cette zone-là et qu'on allait trouver le signal dans cette zone-là. En fait, pas du tout. On s'est aperçu que, bien sûr, au départ, le signal d'avant-plan est lisse, mais lorsqu'on l'a soustrait, étant donné qu'il y a un facteur 10 000, on a des tas d'artefacts qui vont devoir être corrigés et qui sont dus au fait qu'il faut calibrer les sources ponctuelles que l'on a dans le champ. Et ces sources ponctuelles vont dépendre de la réponse de l'instrument qui a beaucoup de lobes secondaires, de lobes de réseau, etc. Et qui aussi, les sources d'avant-plan sont polarisées. Ce sont des émissions synchrotrons, donc polarisées. Et la polarisation dans l'instrument n'est pas parfaite. Donc il y a une petite fuite des polarisations, ce qu'on appelle leakage ici, qui va se retrouver dans les avant-plans que l'on aurait pensé pouvoir le filtrer. Et on s'est aperçu que finalement tout ça était contaminé par les avant-plans et la seule fenêtre qui était plus ou moins libre était celle que vous voyez en noir ici. Donc c'est très restreint par rapport à ce qu'on pensait. Donc c'est plus difficile que prévu en quelque sorte. Alors voici un petit peu ce diagramme-là. Il y a quelques avant-plans qui sont d'abord, le premier cas, c'est les sources ponctuelles. Alors on voit qu'en fréquence, qui est le cas parallèle, c'est quelque chose de très lisse en effet, puisque c'est la même source qui émet à toutes les fréquences. Donc à chaque fois on a une raie, si vous voulez. On sait le soustraire, ça va encore. Par contre, on a des tas de sources ponctuelles qui sont dans le niveau de la confusion qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc ça, c'est un petit problème. L'émission synchrotron de la galaxie qui est diffuse, et puis on essaie de retrouver le bruit du détecteur. Et donc ça, c'est la même vue que tout à l'heure. Les fréquences spatiales qui croissent ici dans la direction perpendiculaire à la ligne de visée est parallèle. Et finalement, la fenêtre non contaminée se restreint comme peau de chagrin. Donc on essaie d'avoir cette fenêtre. Lorsque j'ai symbolisé par ce petit diagramme, en fonction de la fréquence, on retire bien quelque chose de lisse, mais tout le reste, tous les défauts sont très bruités et non pas lisses. Et on a aussi, les problèmes lorsqu'on a un interféromètre, on a un lobe primaire, un champ de vue, qui est dû à le champ de diffraction d'une antenne unique, qui est l'antenne unique élémentaire. Alors ça nous donne par exemple des degrés, et c'est le cercle ici. On ne pourra pas voir, sauf si on fait une mosaïque au-delà. Et l'intensité du champ primaire, elle est maximum au centre, et puis décroît comme une gaussienne jusqu'au bord. Donc vous voyez qu'ici, on a des sources. Alors il y a aussi le lobe de réseau. Ici, c'était une simulation faite pour ce télescope-là, qui a une série d'antennes qui se touchent, qu'on appelle ERA, et qui a une forme un peu hexagonale autour. Et vous voyez que la résolution, elle est due à la plus grande taille, la plus grande distance entre télescopes, et celle-ci, elle est hexagonale. En fait, on retrouve la distribution hexagonale des antennes, on la retrouve dans la taille de la réponse à la source ponctuelle. Et puis, vous avez des tas de lobes de réseau, parce qu'en fait, ce n'est pas une surface continue, mais il y a des structures périodiques. Et vous voyez qu'il y a tous ces lobes de réseau ici, avec même des maxima secondaires. Alors, quand la source est au centre, c'est à peu près symétrique. Lorsque les sources ne sont pas au centre,
elles sont diminuées par le lobe primaire. Vous voyez que ce n'est pas du tout symétrique. Donc imaginez que vous ayez un grand nombre de sources de ce type. Eh bien, on a des réponses aux sources ponctuelles qui dépendent de la fréquence, qui dépendent de la distance au centre du champ de vue. Et tout ça varie allègrement. Et donc, c'est vraiment la difficulté qu'il faut pour soustraire ces champs. Alors, avec toute cette difficulté, qui fait que cela fait 10 ans que les gens travaillent qui n'ont pas encore détecté, est venu l'an dernier un coup de tonnerre, une petite expérience toute simple qui s'appelle EDGE, Experiment to Detect the Global AOR. Alors, AOR, c'est Epoch of Reionization, signature. Cette petite antenne qui est 2 dipôles, un nord-sud, est-ouest, prétendue avoir détecté le signal. Alors, pourquoi? On va essayer d'expliquer. Je dis tout de suite que certains sont très sceptiques quant à la validité de cette détection, mais ça a quand même remué beaucoup la communauté. Alors ici, on a le détecteur, le récepteur. Ce que vous voyez là, c'est juste une protection pour éviter les réflexions parasites qui vont parasiter le signal. Donc on propose de mettre des plaques ou bien des grilles. Bon. Cette expérience est en Australie. Elle est située à l'ouest d'Australie, à Murchison. Pourquoi? Parce que c'est un désert et qu'il n'y a pas trop d'interférences d'origine humaine qui vient perturber le signal. En fait, ce sont des Américains de MIT, de Massachusetts Institute of Technology, qui ont surtout initié cette collaboration avec des Australiens pour déposer leur expérience ici. Et quelles sont les fréquences qu'ils regardent? Eh bien, il y a 2 systèmes, un à basse fréquence et un à fréquence haute. Pourquoi? Parce qu'au milieu, vous avez une perturbation énorme qui est la bande FM, que vous connaissez tous, 87,5 et 108 MHz. Donc vous la voyez ici, 87,5 à 108. Il est impossible de rien observer dans cette gamme-là, mais on espère détecter à plus basse fréquence et à plus haute. Ce que vous voyez aussi, c'est ce qu'on appelle RFI, c'est-à-dire les interférences radio qui sont dues à des origines humaines. Alors vous allez me dire, oui, on est dans le désert pourtant, mais quel que soit le lieu sur Terre, on a ces interférences maintenant puisqu'elles viennent des satellites. Alors vous avez l'Iridium, vous avez le GPS, vous avez des tas de satellites qui orbitent et qui nous envoient en permanence des signaux. Donc, quel que soit le lieu, même dans l'Antarctique, vous n'êtes pas à l'abri de ces perturbations. Donc il faut prendre en compte ces perturbations qui sont énormes. Mais on va essayer de les extirper. Donc dans ces petites expériences EDGE, il y en a eu plusieurs depuis 2006, 0, 1, 2 par exemple, et elles sont très peu coûteuses évidemment. Vous avez juste, par rapport au grand réseau d'antennes qu'il y a dans l'OFAR qui fait des dizaines de milliers de mètres carrés de surface équivalente, ici c'est juste une toute petite antenne. Alors l'avantage, c'est que vous avez un champ de vue qui fait tout le ciel pratiquement. Vous allez me dire, il y a très peu de surface. Oui, mais le signal, il est dans tout le ciel. Donc plus vous avez un champ de vue assez grand, plus vous détectez de signal finalement. Donc ça compense la surface qui est très petite. Donc c'est très peu coûteux et donc il ne faut pas s'en priver. Et puis ils ont essayé de mettre des surfaces réfléchissantes pour essayer de supprimer les réflexions avec différentes adaptations d'impédance. Bon, je ne vais pas m'apesantir. Donc vous voyez un petit peu à haute fréquence, la grille est beaucoup plus serrée puisque la longueur d'onde est petite, et puis la grille plus large à basse fréquence, etc. Ce que vous voyez ici, c'est presque une table, ça fait 1 mètre à peu près. Les longueurs d'onde, c'est des longueurs d'onde métriques, quand vous regardez. Vous avez une plaque d'ajustage, l'ajustage d'impédance, le récepteur. Bon. Et donc, voici le résultat qu'ils ont publié dans Nature l'an dernier, et qui a donc fait beaucoup de bruit, en disant, OK, on observe en fonction de la fréquence basse, donc 100 MHz jusqu'à 50, on observe 5000 degrés. Alors 5000 degrés, ce qui est normal, puisqu'il voit tout le ciel, donc il y a beaucoup de sources radio. Et puis, on retire des polynômes, on ne sait pas du tout ce que c'est, donc il y a tout, en fait. Il y a tous les avant-plans, toutes les sources, le continuum de la galaxie, il y a même l'ionosphère qui varie, et on le soustrait en disant, bon, ben, on va soustraire quelque chose, et puis on trouve 0,2 K. Vous voyez un petit peu le chemin qu'il faut faire pour aller de 5000 à 0,2, donc il y a pas mal de bruit ici, et on va supposer que le signal qu'on va détecter, ça va avoir cette forme, parce que sans doute on reconnaît un petit peu cette forme, alors il faut avoir la foi. Et donc une fois qu'on a fait cette hypothèse, on le voit.
ce signal. Pourquoi ici? Parce que simplement il y avait une fluctuation. Alors évidemment, il peut s'agir de réflexions parasites. On sait que lorsqu'il y en a des antennes uniques, vous avez des réflexions entre le récepteur et puis le câble, etc. Donc ce n'est pas évident. Mais pour essayer de convaincre dans cette publication, ils ont fait l'expérience avec plusieurs types d'instruments, plusieurs grilles, plusieurs champs de vue, plusieurs dipôles qui étaient nord-sud, est-ouest, etc. Et à chaque fois, dans chaque courbe ici, c'est une de ces 6 expériences. Et puis le P8 ici, c'est un autre modèle pour soustraire les avant-plans, c'est-à-dire il y a 5 polynômes qui sont soustraits lorsqu'on a 5000 degrés. Et ils prétendent donc que l'on trouve toujours la même absorption. Pourtant, l'année d'avant, en 2017, Moncel et al., qui est le même groupe, mais avec d'autres auteurs, avaient vu à haute fréquence, donc c'est de l'autre côté de la bande FM, et ils avaient prétendu que finalement, il n'y avait rien. Alors, il n'y avait rien, mais il y a quand même des petites oscillations de ligne de base qui sont dues à des réflexions parasites, mais ils n'ont rien trouvé. Donc, il y a quand même une certaine différence entre les deux fréquences. Alors, je montre ici comment se passe l'observation, c'est-à-dire qu'ils ont un grand champ. Le champ, c'est ce point blanc ici, qu'ils observent évidemment en dehors de la Voie lactée qui est ici. Et puis, le ciel défile devant, donc l'antenne ne bouge pas, on défile et on prend soit ce champ-là, etc. Et on fixe l'observation ici, on ne prend pas évidemment la galaxie. Donc en 2017, lorsqu'ils n'avaient encore rien détecté, ils avaient fait un résumé de toutes les limites que l'on a sur les contraintes que l'on a sur la réionisation. Donc cette manip-là avait contraint, alors ici vous avez la durée de la réionisation en fonction de l'époque de la réionisation, le delta Z en fait, le delta du redshift. Et puis on sait que Planck a déjà trouvé que le milieu c'était 8,5 avec une certaine durée. Ici on pouvait l'éliminer parce qu'il y a des quasars qui ont un fossé de Gunn-Peterson, donc on sait qu'il y a des atomes d'hydrogène, donc la réionisation n'est pas finie. Il y a aussi des contraintes dues au télescope SPT qui est dans le South Pole télescope, dans l'Antarctique, et qui détecte l'effet SZ, c'est-à-dire la diffusion du rayonnement de fond cosmologique par les particules chargées. Donc ça avait aussi amené une restriction. Donc vous voyez, il n'y a que la zone en blanc qui était permise. Donc ça, c'était en 2017. Et puis en 2018, donc, il y a cette absorption. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup d'avant-plans? Je signale aussi qu'on s'attend à voir dans ce phénomène, dans cette fréquence assez basse, des raies de recombinaison des atomes, de l'atome d'hydrogène, de l'atome du carbone. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand vous avez l'atome d'hydrogène à ces divers niveaux, le niveau de Lyman, c'est le premier, Balmer, etc. L'énergie de tous les niveaux va en 1 sur N2. Donc, lorsque N est grand, vous avez des tas de petits niveaux jusqu'à atteindre l'ionisation de l'atome. Vous avez des tas de niveaux dont l'énergie est très, très, très faible et tombe dans le domaine radio. Donc, cette bande de fréquence basse est quand même intéressante pour voir ces raies de recombinaison qui sont à n égale 140, etc. On n'a pas n égale 1, n égale 2 pour les deux premiers, mais on a de très forts nombres n des niveaux. Par exemple, pour l'atome de carbone, on a observé des absorptions des niveaux n égale 442, 43, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte ces avant-plans qui peuvent faire des raies. Ici, on a une émission de raies de recombinaison et ici une absorption devant une supernovae qui est Cassiopea, qui est observée. Donc c'est un domaine de fréquence qui est très riche et qui permet de déterminer par exemple la température et la densité de... Alors une fois observé cette grande absorption, qui est beaucoup trop grande d'ailleurs par rapport à ce qui était prédit, ils se sont dit on va essayer de la confirmer en regardant, bon, pas seulement en Australie mais aussi aux États-Unis. Alors ici c'est assez intéressant, c'est tous les sites qui sont très peu contaminés en ondes radio aux États-Unis. Il y a un site très connu qui est le Green Bank Telescope, qui est en Virginie de l'Ouest, où il y a un 100 mètres, un télescope de 100 mètres qui a été... Mais on voit que ce n'est pas du tout le plus silencieux et le moins pollué.
En fait, il était tout proche de grandes agglomérations, donc c'était pratique. Mais on voit que celui qui est le plus silencieux, c'est un site qui s'appelle Adel dans l'Oregon. Et donc, en 2019, ils ont positionné le Edge 3, donc une manip très peu coûteuse à nouveau, et qui est dans ce désert de l'Oregon où il y a très peu de contamination d'origine humaine. Donc, vous voyez, c'est une expérience qui commence. On n'a pas encore les résultats, enfin, on a des résultats préliminaires qu'on va voir. Alors, ce qu'on voit dans cette bande, alors ici, c'est à haute fréquence. Vous voyez les interférences, les RFI, interférences radio, qui sont assez importantes, même dans ce site silencieux. Ici, c'est en température en fonction de la fréquence. Vous avez aussi en fonction du temps, c'est comme ça qu'on arrive à les filtrer. En température, vous avez la couleur. Et ici, on voit que toutes les interférences là, peuvent être filtrées en fonction du temps. Elles ne sont pas continues dans le temps et on peut essayer de les retirer. En tout cas, on perd beaucoup de temps d'intégration, d'observation, mais on peut quand même essayer de les retirer. Et donc, les premiers résultats dans cette bande de fréquences, donc à basse fréquence de chaque côté et haute fréquence de chaque côté de la bande FM, ici, vous voyez un petit peu les résultats une fois qu'ils ont soustrait avec des polynômes la zone très lisse qui est à 5000 degrés K. Bien, alors pour retrouver le fameux signal qu'ils ont publié à 78 MHz ici, eh ce n'est pas évident. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fluctuations et il faut beaucoup de fois pour croire en ce signal. Alors ce signal quand même a eu l'avantage de remuer un peu la communauté et se dire, bon, admettons que ce signal est vrai, ce qui n'est certainement pas sûr, mais admettons qu'il est vrai, à ce moment-là, est-ce qu'on peut l'expliquer de façon théorique? Et là, c'est là le problème, c'est que la profondeur d'absorption est 2 à 3 fois plus grande que ce qui était prévu. Alors on sait que le gaz, il est plus froid que le fond cosmologique par expansion de l'univers, mais là c'est beaucoup plus froid. Donc si on veut expliquer cette publication, cette proclamation de résultats, il faut supposer qu'on a refroidi l'hydrogène, donc les baryons, avec un processus. Et là, l'imagination des théoriciens est très grande. Ils ont supposé que, comme il y avait de la matière noire en grande quantité, il est possible d'avoir une petite charge, mini-charge, une charge de 1 millionième de la charge de l'électron sur 1% de la matière noire. Et à ce moment-là, la matière noire, elle est froide. Son agitation thermique n'est que de 1 km par seconde. Donc vous pouvez refroidir les baryons en deçà de ce qui était prévu par l'expansion adiabatique de l'univers. Donc bon, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, il faut bien le dire, puisque des mini-charges, on n'en a jamais vu, et 1% de la matière noire. Alors il y a quand même un diagramme qui a été publié par les théoriciens, donc en fonction de la masse de cette particule de matière noire, qu'on ne connaît pas, donc on peut toujours la faire varier, de la charge, qui varie 10-6, 10-8, etc. Et puis il y a des zones dans ce diagramme qui sont interdites déjà par les observations de la supernovae 87 dans le nuage Magellan. Il y a aussi la charge, alors les millicharges, il y a une expérience qui s'appelle MQ pour millicharge dans le Stanford Linear Accelerator, et toute cette zone-là est déjà éliminée par ces observations dans l'accélérateur. Donc il y a quand même des zones qui restent, mais il faut supposer énormément d'hypothèses. Voici par exemple, en fonction de la charge, de la section efficace aussi, de l'interaction entre les baryons et la matière noire, ce qui n'est pas évident, puisque normalement la matière noire, on ne la détecte pas parce qu'elle interagit avec rien du tout. Et ici, il y aurait une zone qui serait possible pour expliquer pourquoi l'absorption est beaucoup plus grande. Normalement, on prédit quelque chose qui est au plus 200, 150 à 200 millK, et là, ils observent 500 à 600 millK, donc c'est quelque chose qui est totalement imprévu. Autre prédiction, alors ce serait bien de le vérifier d'ailleurs, si jamais il y avait une interaction entre la matière noire froide, une certaine fraction de la matière noire froide, et les baryons, il y aurait des oscillations beaucoup plus grandes de baryons. Alors on sait qu'au départ, dans l'univers, lorsque l'univers est ionisé, les photons et les baryons ont des oscillations acoustiques et que n'ont pas la matière noire qui s'effondre de son côté, puisque la matière noire n'interagit pas normalement avec les baryons et les photons.
Mais s'il y a un tout petit peu d'interaction, à ce moment-là, on aurait beaucoup plus d'oscillations acoustiques et ce serait mesurable. Alors mesurable par les interféromètres qui sont LOFAR et ERA dans la période où on observera cette fameuse période à z égale 18 qui correspond à la fréquence proclamée, z égale 17. On pourra observer en 21 cm, ce qu'on n'a toujours pas encore fait. Enfin, c'est toujours bien de prédire les conséquences d'une théorie. Alors, il y a un grand nombre de modèles, 264 modèles qui ont été effectués. Certains sont rejetés par exemple, une autre expérience très peu chère, celle non pas des dipôles, mais une boule, qui observe aussi tout le ciel et qui n'a pas vu cette absorption non plus. Il y a aussi une autre explication. On a vu que l'absorption qui a été proclamée est beaucoup plus profonde que prévu. Donc, il y a deux solutions. Soit le gaz est plus froid, ou alors le fond qu'elle absorbe est plus chaud. C'est l'un ou l'autre. Et on peut aussi supposer que donc la matière noire n'intervient plus et qu'on aurait un fond radio beaucoup plus chaud, beaucoup plus intense. Alors, ce fond radio, normalement, au départ, il est dû à la formation d'étoiles, aux mini-quasars. Et il faudrait doubler le fond du CMB par ce fond radio, c'est d'avoir des sources qui sont 1000 fois plus efficaces pour rayonner. Donc ça, c'est quand même aussi un peu tiré par les cheveux, mais ça a été publié. Donc il y a au moins 43 articles qui ont expliqué cette publication de Edge, qui est peut-être pas réelle, qui est peut-être un artefact, mais vous voyez que ça a donné l'occasion aux théoriciens de se donner libre cours à leur imagination pour détecter. Alors voici ce qu'on prédit en fonction de la fréquence. S'il n'y a pas de fond anormal, on prédit cette absorption-là, et puis en faisant varier beaucoup de paramètres. Alors soit les halos se refroidissent par le refroidissement moléculaire ou le refroidissement atomique, tout ça donne des résultats différents. Donc ça donne des contraintes dans cette hypothèse-là. Alors pour pouvoir essayer de vérifier tout cela, on a énormément d'instruments. Le plus gros pour l'instant, c'est l'OFAR, qui est situé, le centre est aux Pays-Bas, mais dont on a beaucoup de stations. Par exemple, à Nancy, en France, on a une station LOFAR. Donc, il y en a 24 stations qui sont composées de 48 tuiles et chaque tuile de 16 dipôles, donc c'est énorme comme dispositif. La surface équivalente pour l'époque de réionisation sera 18 000 m². Donc, c'est presque terminé et ils sont en train d'observer depuis 2010. Il y a exactement au même endroit que Edge, à l'ouest de l'Australie, il y a ce survey qui est beaucoup plus modeste, 3 000 m² au lieu de 18 000, mais qui a quand même pas mal essayé de défricher un peu le terrain. Et en Afrique du Sud, puisqu'on sait que tous ces instruments sont précurseurs de SKA, et SKA, il y aura la moitié en Australie et la moitié en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud aussi essaie d'avoir des réseaux comme ça d'antennes, un petit réseau Paper, mais qui ensuite va être remplacé par ERA, qui va être beaucoup plus efficace. Alors justement, ERA, c'est celui-ci. Avec Paper, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de petits dipôles et que finalement le coût de l'instrument était les liaisons, les autocorrélations, l'électronique en fait qu'il y a derrière. Et il valait mieux avoir des antennes plus grandes. Donc ils font ici des bols de 14 mètres de diamètre, mais il y en aura 350. Et elles sont disposées en hexagone, comme ça, elles se touchent pratiquement. Et c'est le coût moindre pour une efficacité plus grande. Donc c'est cette surface-là qui sera même plus grande que l'OFAR, 50 000 m², qui va sans doute être un des précurseurs les plus efficaces. Et puis il y a évidemment à terme le SKA, le Square Kilometre Array, qui pour la partie basse fréquence sera en Australie et fera 400 000 m². L'autre moitié du million de mètres carrés sera en Afrique du Sud et sera plus haute fréquence. Alors, qu'est-ce que toutes ces observations ont donné jusqu'à présent? Vous voyez que les étoiles, c'est le NWA qui est en Australie, qui ont donné pas mal de limites supérieures. Ici, il s'agit de la fonction de P de K, le spectre de puissance. Alors, delta 2, c'est en fait P de K multiplié par K3, pour être un peu plus plat.
Donc ce qu'on prédit comme signal est ici en fonction du redshift. Et vous voyez qu'on a toujours des limites supérieures qui sont bien au-delà du signal attendu. Donc pour l'instant, on n'a rien détecté et par exemple l'OFAR, même récemment, ici a des limites supérieures qui sont assez loin. Alors pourquoi? On va essayer d'expliquer pourquoi. Alors tiens, j'ai aussi des images qui sont des photos cette fois, hein, ce n'est pas des maquettes. Vous voyez un petit peu les 14 mètres, les antennes de 14 mètres de Hera dans le désert hein, d'Afrique du Sud. Elles se touchent toutes, elles ne bougent pas, mais vous avez des récepteurs là qui sont au-dessus. Hein, chaque antenne ici est un bol. Vous avez le récepteur qui sont sur des fils et qui sont corrélés entre eux et pourront. Donc il y a beaucoup quand même d'électronique, mais minimisée. Pour l'instant, il y en a 200 installés sur les 350 qui seront à terme. Et puis il y a quand même aussi le réseau Nénuphar de Nancy, qui va être des surfaces aussi compétitives. Il y a quelques dizaines de milliers de mètres carrés. Il y a 96 réseaux. Chaque réseau sera 19 antennes. Une antenne, c'est ça. C'est des dipôles, nord-sud et est-ouest, ici avec un support un peu en plastique pour le tenir, mais le dipôle est métallique. Et il est situé en Sologne, comme vous le savez, dans le site où il y a l'ancien grand télescope qui a été inauguré par le général de Gaulle dans les années 60, où il y a 300 mètres de direction ici, de distance, et 100 mètres en vertical. Alors, ce télescope donc, a observé pendant longtemps le 21 cm dans les galaxies proches, et il continue un petit peu, il fait surtout beaucoup de pulsars, parce que là on peut faire énormément de pulsars. Et dans le même site, il y a une station LOFAR. Vous voyez qu'il y a une station haute fréquence et basse fréquence, vous avez des dipôles ici. Et autour de cette station LOFAR est disposées les antennes de Nénuphar, qui vont être beaucoup plus grandes en surface que la station LOFAR. Vous voyez quelques-unes qui sont en disposition. Donc ici, vous en avez 19 qui fait un petit réseau. Puis les réseaux sont situés un petit peu au hasard pour qu'il n'y ait pas trop de régularité de lobe de réseau. Ici, vous avez la disposition. La station LOFAR est ici et vous avez toutes ces petites réseaux d'antennes. Les petits ronds verts sont les 19 antennes et vous en avez 96. Donc c'est vraiment 1800 antennes qui sont reliées entre elles par le corrélateur ici, qui est aussi relié à la station LOFAR. C'est-à-dire qu'on peut utiliser Nénuphar en corrélant tous les LOFAR d'Europe, donc avoir une très très grande résolution, ou on peut l'utiliser tout seul. Donc ici, à nouveau, hein, un petit détail des antennes hein, qui sont équivalents à une tuile. Et en 2014, il n'y avait que ces antennes rouges. Maintenant, il y a toutes ceux-là qui sont faites. Ça fait à peu près 400 mètres. 80% sont construits. Ça a été inauguré en octobre de cette année. Il y aura aussi un petit réseau, un petit réseau de 19 à 6 km, et il y en a moins 3 ou 4 à 6 km, pour pouvoir avoir une résolution suffisante pour calibrer les sources ponctuelles qui sont nécessaires pour l'antenne globale. Alors pour les stations LOFAR, la France fait partie de ce réseau international qu'on appelle ILT, International LOFAR Telescope. Et vous voyez qu'il y en a au Royaume-Uni, en Allemagne, surtout en Hollande où il y a le cœur, le plus de stations, mais il y en a un petit peu dans toute l'Europe. Donc ça fait en quelque sorte un certain VLBI, grande base qui permet d'avoir des résolutions de la seconde d'arc. Alors voilà qu'est-ce qu'ils ont déjà obtenu pour la rayonisation et pourquoi il y a des difficultés, on va comprendre. Ici, on a un lobe primaire, donc le champ de vue, qui à mi-hauteur est en vert. Et vous voyez que ce champ qui fait 20 degrés sur 20 degrés, avec une résolution de 3 minutes, on l'a choisi le pôle nord céleste, c'est-à-dire le moins pollué par la Voie lactée. Et là, vous voyez qu'ils ont retiré 28 000 sources d'avant-plan, des sources radio ponctuelles, qu'ils ont remis dans le champ là, pour voir un petit peu l'idée, mais qu'il faut calibrer. Chaque source de ces 28 000 ont des lobes secondaires, des lobes de réseau, et il faut les calibrer toutes les 20 minutes en fonction de la fréquence et en fonction du temps. Donc c'est une œuvre assez gigantesque qui prend du temps, et on a compris peu à peu que la calibration de ces sources était fondamentale parce qu'il faut la retirer avec une précision de 10-5,
le signal c'est 10 000 fois inférieur aux avant-plans, donc il faut une très très grande précision. Et on s'est aperçu que la calibration dépendait de la direction dans laquelle on le faisait. Donc il fallait calibrer selon 122 directions. Alors, ici, c'est un petit peu le résultat de cette soustraction. On le pose en fonction de toutes les composantes de Stokes, de polarisation. Ici, vous avez I, l'intensité totale. Q et U, ce sont les deux polarisations linéaires. Et V, c'est la polarisation circulaire. Donc ici, vous avez un champ 20 degrés sur 20 degrés. Et vous voyez qu'en V, quand même, ça commence à être plus propre. On a l'impression que le champ est à peu près homogène, alors qu'ici, vous avez toujours les sources du centre qui sont plus nombreuses, puisque le champ de vue décroît comme une gaussienne. Donc vous avez toujours des avant-plans. Alors ici, c'est comment la soustraction se fait. Vous avez la direction en fréquence et la direction perpendiculaire à la ligne de visée. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une source très forte, elle se voit dans toutes les fréquences, puisque c'est la même source qui émet à toutes les fréquences, avec une certaine loi de puissance qui décroît avec la fréquence. Et une fois qu'on a enlevé toutes ces sources, vous voyez que l'intensité ici est décrue d'un grand facteur, mais vous avez encore quelque chose d'avant-plan, vous avez plein d'avant-plans, mais cette fois-ci, ce n'est plus lisse du tout. Donc c'est ça le gros problème, c'est que ici, il n'est plus tellement facile de reconnaître quel est l'avant-plan, et il est possible qu'on enlève l'avant-plan en même temps que le signal. Donc ça, c'est encore un gros problème. Ici, on a dans ce fameux espace de Fourier, dans les fréquences spatiales perpendiculaires et parallèles, le rapport du spectre de puissance. Si on a une intensité qui est calibrée avec des calibrations indépendantes de la direction, ce qu'on appelle direction independent ici, ou alors DD, c'est direction dependent, c'est-à-dire des calibrations des sources qui dépendent de la direction. Et on voit que l'effet est énorme. Donc, il faut absolument prendre en compte toutes les calibrations en fonction des directions. Et c'est tout ça qui a ralenti. On a commencé à comprendre la grosse difficulté. Alors, c'est peut-être pas insurmontable, mais ça a déjà pris 10 ans à mieux comprendre comment il fallait enlever les avant-plans. Donc, ce qui est arrivé ici, c'est que vous voyez qu'ils ont observé 6000 heures dans ce champ profond et ils ont détecté en 2017, 0,5% avait été réduit et compris. Et en 2019, ça c'est un résultat préliminaire qui n'est pas encore publié, ils ont publié une limite supérieure de 5% de ce qui a été observé. Donc ce n'est pas la peine d'observer plus si on ne comprend pas exactement quels sont les avant-plans et comment les retirer. Surtout que le problème est de plus en plus difficile quand on arrive à des niveaux beaucoup plus faibles. Parce qu'au début, la soustraction est facile, elle est lisse, puis ensuite elle est difficile. Et d'aller d'ici à là, ça va être encore plus long. Donc c'est là la difficulté. Alors les perspectives, évidemment, tout ça c'était à haute fréquence. Ici à basse fréquence, Edge a prétendu trouver un signal ici, qui n'est certainement pas réaliste. Et puis Nénuphar observe exactement à ces basses fréquences que Edge a vues. Et donc il serait possible, annoncé, de détecter et même d'infirmer ou de confirmer cette fameuse détection. Alors, on a pas mal de réseaux antennes uniques. On peut comparer. Pourquoi est-ce qu'on ferait des grands réseaux si on peut faire des antennes uniques? En fait, c'est tout à fait complémentaire. Il est bon de vérifier que le signal n'est pas assez fort pour qu'on puisse ne pas le voir, parce qu'on a des réseaux et qu'à force de soustraire des avant-plans, on soustrait aussi le signal. Donc il est bon d'avoir ces petites expériences très peu chères qui permettent de vérifier quand même qu'on n'a pas laissé passer quelque chose. Mais les interféromètres seront sans doute dans l'avenir ce qui va détecter vraiment le signal de réionisation, parce qu'on sait beaucoup mieux ce qu'on enlève comme avant-plan et tout ce qui est possible de détecter et de calibrer. Donc les antennes uniques, il y en a beaucoup, je vais aller vite. C'est quelques exemples ici. Et puis, dans l'avenir, je vais terminer par ici, on peut aller dans l'espace, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'interférences radio qui étaient d'origine humaine. Donc il y a une expérience qui s'appelle DARE, Dark Age Radio Explorer, qui essaiera d'observer cette grande absorption dans l'espace. Alors pour l'instant, il y a déjà une manip qui a été faite, puisque comme vous le savez, les Chinois ont envoyé l'an dernier une fusée sur la face cachée de la Lune,
Et les Hollandais ont collaboré pour envoyer aussi des dipôles pour essayer d'avoir cette expérience qui s'appelle NCLE. Et ça a été fait. Vous voyez ici le roi de Hollande, ici avec le président chinois. Et donc, vous avez une petite vue là de la Lune et de l'expérience qui se trouve sur la face cachée, donc à 384 000 ici. Et alors, évidemment, comment on communique avec cette face cachée? Eh bien, on a un petit satellite qui reçoit les signaux et qui le renvoie vers la Terre, qui est donc prévu par les Chinois. Ici, vous avez, alors il y a un tripôle qui a été envoyé avec cette fusée, qui va être déployé. Au début, pour l'instant, il n'est pas encore complètement déployé, et pour l'instant, il a commencé à fonctionner avec 1 mètre, et on va les déployer de 5 mètres pour faire les dipôles un petit peu comme Edge, finalement, à 2 dipôles, et on pourrait essayer de le voir sans les interférences d'origine humaine. Là, il n'y aura pas du tout, même ces satellites, ces GPS, tout ça qui vous rentrent dans la bande. Ici, on n'a rien du tout. Donc, vous voyez un petit peu la vue du désert et que l'on a de cette station. On n'a pas encore de résultats, mais bientôt, vous aurez les résultats qui seront fournis par le satellite donc, chinois qui tourne et qui renvoie les signaux envoyés par la face cachée sur la Terre. Donc, ces signaux seront donnés. Donc, finalement, en résumé, donc, le signal à 21 cm de cette époque de réalisation est quand même très, très précieux pour savoir ce qui se passe dans le premier milliard d'années. On va savoir comment se sont formées les premières étoiles, etc. Mais on s'est aperçu depuis 10 ans que l'on observe avec l'OFAR que c'était très difficile de s'affranchir un peu de tous ces avant-plans, de mieux calibrer. Donc, une manip très, très peu coûteuse, Edge, a prétendu voir un signal, mais sans doute il s'agit d'un artefact. Donc, il va falloir le prouver. Et peut-être que l'OFAR, dans quelques années, aura maîtrisé un peu tous ces avant-plans. Et en tout cas, Nénuphar pourra affirmer et confirmer le résultat de Edge. Et dans le final, ESCARA permettra de détecter ce signal de réinitialisation. Donc, je vous remercie.